Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir des petites astuces qu'on a avec le moteur de template Twig. Donc c'est le moteur de template qui est utilisé par défaut au niveau de Symfony. Donc là, je vais supposer que vous avez un peu les bases avec Twig. Donc vous savez comment créer un template, comment hériter d'un template, comment modifier un bloc, donc comment redéfinir un bloc, des petits trucs de ce genre-là. Dans cette vidéo, on va voir des astuces et j'ose espérer que vous allez apprendre ne serait-ce qu'un petit quelque chose. On va profiter de l'occasion pour tester également ce qu'on va rajouter comme code. Et on va parler des tests doubles, donc principalement des dummies, des mocks et des stubs. Là, assez parlé, essayons maintenant de coder. Je vais créer un nouveau projet Symfony en utilisant le client Symfony. Je vais l'appeler tutoriel et vu qu'on va utiliser l'approche monolithique, je vais rajouter l'option -- full. Donc, on aurait pu ne pas mettre cette option et puis on aura l'approche micro framework. Donc, il fallait rajouter les composants petit à petit. Nous, on va utiliser l'approche traditionnelle. On patiente un tout petit peu et en 2 temps 3 mouvements, notre projet va être créé. C'est le cas. Je vais me déplacer au niveau de mon projet et je vais l'ouvrir au niveau de Sublime Text, qui est mon éditeur favori. Là, pourquoi pas, on va créer un contrôleur, page contrôleur. Donc, on peut faire bin console, c'est la même chose que de faire php bin console. Moi, j'aime utiliser Symfony console. Donc, si vous faites Symfony console, c'est la même chose que bin console. Et j'ai même un alias sc qui me permet de faire Symfony console. J'ai aussi un alias s qui me permet de faire Symfony. Donc, si je tape sc, c'est comme Symfony console ou bien bin console. Et puis s, c'est comme Symfony. Si vous souhaitez connaître tous les alias que j'ai eu à faire une vidéo sur le sujet, je vais mettre un lien en description. Mais là, on va utiliser la console afin de créer un contrôleur que je vais appeler ici page contrôleur. Donc, je peux mettre ici make a compte. Symfony va deviner que c'est contrôleur parce que si on met make a c, on peut voir qu'on a 3 commandes qui commencent par C. On a command, on a contrôleur et CRUD. Donc, si je mets CON, il saura que c'est contrôleur. Donc là, j'aurais pu mettre CON, c'est comme mes contrôleurs. On crée un contrôleur qui a pour nom page. Et puis là, par défaut, il va créer un template index. Mais vu que je ne veux pas de template, je vais rajouter -- no template. On peut voir que notre contrôleur a été créé. C'est le cas. On n'a pas de template. Mais là, je vais remplacer this JSON par this render. On aura 2 actions. Une action home pour la page d'accueil et puis une action about. Donc là, je vais dire c'est la page d'accueil. Le nom de la route, c'est app home. Et on va faire la même chose pour about. Je vais remplacer tous les home par about. Donc là, on va mettre about. Pour le path, ça va être /about. Donc au niveau de mes 2 actions, on va retourner un template qui va se trouver dans le dossier page. Pour l'action home, ça va être home.html.twig. Pour l'action about, ça va être about.html.twig. On va tenter de démarrer le serveur en arrière-plan. Donc, je peux taper Symfony serve -d. On valide. Mon serveur a été démarré. Je peux taper Symfony open local. Et il va l'ouvrir au niveau de mon navigateur par défaut. Là, on a une erreur vu que mes 2 templates n'ont pas été créés. Je viens donc au niveau de template. Je vais créer un dossier page. Et puis, dans ce dossier, on va rajouter home.html.twig et puis about.html.twig. Là, ce n'est pas new folder, mais c'est un nouveau fichier. Et voici le résultat. On va faire en sorte qu'on puisse hériter de base. Base va être mon layout de base. Et moi, j'aime mettre mes layouts au niveau d'un dossier layout. Donc, on va le déplacer au niveau du dossier layout de cette manière-là. Je vais donc venir au niveau de home et on va dire que on va hériter du layout de base qui se trouve au niveau du sous-dossier layout et qui a pour nom base.html.twig. Ensuite, au niveau de ce layout de base, on a le bloc body qu'on souhaite redéfinir. Donc, je vais dire que je vais redéfinir ce bloc. Au niveau de la page d'accueil, on aura un H1 qui va mettre home. Et puis, au niveau de la page about, on aura un H1 qui va mettre about. Normalement, ça va marcher. Vous voyez home. On vient au niveau de la route about. Et puis, on peut voir about affiché. Donc, tout marche à la perfection. Je vais rajouter un petit menu. Donc, on peut venir au niveau de notre layout de base. On rajoute un peu de navigation avec la balise nav. Et puis, on va dire qu'on aura un lien pour la page d'accueil
et puis un lien pour About. Là, pourquoi pas, le contenu principal, on va le mettre au niveau d'une balise main et on va rajouter rôle main pour avoir un peu d'accessibilité. Parfait. Là, on peut remplacer les href en utilisant la fonction helper path et on va dire pour la première route, ça va être app home et puis pour la deuxième route, ça va être app about vu que c'était les noms de route qu'on avait donné. Oups. Donc, normalement, ça va marcher maintenant. On peut venir et puis naviguer entre nos deux pages. Si on avait une navigation qui était assez longue, si vous utilisez Bootstrap, ceci allait prendre beaucoup d'espace. J'aime extraire ce genre de partials au niveau d'un fichier dédié. Donc, mes partials, je les mets au niveau du dossier layout dans un sous-dossier partials. Donc, je vais créer un fichier que je vais appeler underscore nav.html.twig. J'aime préfixer le nom de mes partials de underscore. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'aime faire ceci. Et là, on peut coller ce qu'on avait copié précédemment. Je pourrais donc venir au niveau de mon layout et on va dire qu'on va inclure notre partials qui se trouve dans layout partials et au niveau du fichier nav.html.twig, sans oublier le underscore. Donc là, normalement, ça devrait être un rappel pour vous, mais on voit que on a le même résultat. On aurait pu faire la même chose si on avait un footer. Donc, juste pour le fun, je vais créer un footer. On va mettre copyright et je vais rajouter l'année actuelle. Donc, on peut utiliser le filtre date en mettant now, date de cette manière-là. Et puis, on aura l'année actuelle. On vient au niveau du navigateur et vous voyez, j'ai l'année actuelle au niveau de chacune de mes pages. On va mettre copyright. Là, je vais mettre midot et notre site, ce sera Acme. Donc là, ça va mettre un petit point au milieu, comme on peut le voir, et puis on a Acme. Soit dit en passant, le filtre date, lorsque vous mettez now, tout ce que vous pouvez passer à datetime, vous pouvez normalement le mettre. Je vais vous le montrer. Là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais installer un bundle qui a pour nom CSH Bundle. Ce bundle a été créé par Théo Fidry, et puis il va me permettre d'avoir une console, donc un REPL, où je pourrais très facilement exécuter du code PHP. Donc, on fait un composer require de ce bundle-là et je l'installe en développement, vu que je vais l'utiliser uniquement en développement. Là, il a été installé, parfait. Et normalement, maintenant, si on fait Symfony Console, on aura une commande CSH qu'on peut utiliser. Et cette commande est rendue disponible via ce bundle. Donc, voici ici CSH. Parfait, je fais Symfony Console ou bien bin console ou bien bin console CSH. Et normalement, au niveau de cette console, vous aurez plusieurs variables. $container pour accéder au container de service, $kernel qui représente le kernel, $paraméteuse pour avoir les différents paramètres, et puis $self. Moi, je ne vais rien utiliser de tout ceci. On aurait pu l'utiliser comme une calculatrice, ça marche. Moi, tout ce que je veux faire, c'est créer un nouvel objet datetime. Donc, je peux faire new datetime et puis j'ai la date et l'heure actuelle. Le 3 mai 2020. Et c'est le 3 mai 2020, il est 18h14, ça marche. Moi, je n'aime pas mettre les parenthèses si on n'est pas obligé de passer des arguments. Et puis, ça marche de la même manière. Mais on aurait pu dire qu'on voulait la date d'hier en mettant yesterday. Et vous voyez, hier, c'était le 2. On aurait pu mettre tomorrow, si je prononce bien ceci. Et puis, on aurait eu la date de demain. Donc, le 4 mai. Si vous mettez now, vous aurez ici la date et l'heure actuelle. C'est la même chose que de ne rien mettre ou bien de mettre une chaîne de caractères vide. Vous voyez que, vu que j'ai eu à mettre une chaîne de caractères vide, il me donne la date d'aujourd'hui. Si je ne passais rien également, c'est la date d'aujourd'hui. Si je mettais now, c'est la date d'aujourd'hui. Mais on aurait pu demander la date de demain, la date d'hier. Donc là, si je n'avais rien mis, c'est comme la date d'aujourd'hui. On peut le prouver. On va utiliser un autre format où on met le jour, le mois, l'année, l'heure, les minutes et les secondes. Et vous allez voir, on aura la date et heure d'aujourd'hui. Shekebam. On va modifier, on met now. On aura normalement le même résultat. Je mets yesterday. On aura la date d'hier, le 2 mai. On met pour terminer tomorrow. Et vous allez voir, on aura le 4 mai. Donc là, nous, on va revenir à now. Je vais mettre Y, vu que je veux simplement l'année. Et voici le résultat.
Je vais l'extraire au niveau d'un autre partial qui va se trouver au niveau de layout partials et on va l'appeler footer.html.twig en le préfixant d'un underscore. Donc on vient au niveau de partials, on crée notre ami footer et normalement tout va marcher de la même manière. J'aurai mon footer au niveau de toutes mes pages. Donc voici la première astuce qu'on a eu à voir. Les partials, le filtre date, l'héritage et tout est bon. Au niveau de notre layout de base, on a plusieurs blocs. On a le bloc title où on peut mettre le titre, style sheet où on peut mettre les feuilles de style, le bloc body pour le contenu principal et puis le bloc pour le JavaScript. Pour l'instant, on s'est intéressé uniquement au bloc body. Essayons de changer le titre par page. Donc, je peux venir au niveau de Home. On va dire, par exemple, le titre, ça va être Welcome. Et puis, au niveau de About, le titre, ça va être About. Donc, je peux modifier le bloc Title. Et je vais dire au niveau de About, ça va être About. Venons là et vous allez voir au niveau de About, le titre, c'est About. Au niveau de Home, le titre, c'est Welcome. Pourquoi le titre, c'est Welcome? Parce qu'on a donné une valeur par défaut. On dit, si on ne donne pas de contenu à ce bloc, la valeur par défaut, c'est Welcome. Si j'avais dit la valeur par défaut, c'est Acme, vous allez voir ici, ça allait être Acme, ici About, parce qu'au niveau de Home, on n'a pas donné de contenu au bloc Title. Mais j'aurais pu venir là, je vais modifier le bloc Title, si j'arrive à écrire bloc. Désolé les gars et les go, je vais mettre Title, et puis on va dire Welcome to Acme, de cette manière-là. Et maintenant, au niveau de Home, ça va être Welcome to Acme. Bang. Si le contenu que vous voulez mettre est assez simple, vous pouvez directement le mettre de cette manière-là. Vous n'avez pas besoin de mettre end block. Vous mettez bloc title et puis vous donnez le contenu directement. On aura le même résultat, ça marche, et puis ici, ça marche. Donc, j'aurais pu venir au niveau de About et puis également mettre About de cette manière-là. Et vous allez voir, ça va marcher. Shake et bang. Bang. Cool. Magnifique. Cool. Great. Amazing. On va revenir à ce qu'on avait précédemment et je vais vous montrer comment est-ce qu'on aurait pu accéder au contenu parent. Donc, on aurait pu faire des trucs comme ceci. On va dire que on va mettre About suivi d'un pipe suivi de Acme. Donc, le contenu par défaut, c'est Acme. Si on veut le récupérer ici, il va falloir utiliser parent. Donc, il existe cette fonction, si j'arrive à écrire parent, qui permet d'accéder au contenu qu'on a au niveau du bloc parent. Et là, on a eu à mettre comme valeur Acme. Donc, on aura ici About Acme. On peut le prouver. On vient au niveau de About et vous voyez About Acme. Donc, aussi simplement, on peut accéder au contenu parent en utilisant parent. Si on avait utilisé l'autre forme de cette manière-là, on va enlever tout ceci. Donc là, ça n'allait pas marcher parce qu'il va penser que c'est une chaîne de caractères. Donc, il allait mettre simplement, on va voir, About et puis Parent. Là, il aurait fallu dire que Parent, ce sera du code à évaluer dynamiquement. Et au niveau de Twig, on peut utiliser le tilde. Le tilde permet de faire la concaténation. Donc, on va prendre ceci et puis on va le concaténer à ce qui est retourné par Parent. Donc, vous allez voir, il va mettre About Pipe. Ensuite, on le concatène à Parent. Et Parent, c'est quoi? C'est Acme. Et puis, normalement, ça va marcher. Et voici, ça marche sans problème. Donc, encore une fois, ça, c'est pour la concaténation. Si je voulais concaténer Hello à Word, je peux mettre Hello, qu'on va concaténer ici à Word. Et vous allez voir, on aura Hello World comme contenu au niveau de notre page. Revenons à ce qu'on avait précédemment. Et puis, on va s'intéresser à d'autres choses. Ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? On va vouloir indiquer quelle est la route active. Donc, si on se trouve au niveau de Home, je veux mettre ceci en rouge. Si on est au niveau de About, je veux mettre About en rouge. Donc là, vu qu'on est au niveau de Home, ça va être en rouge. Lorsqu'on viendra au niveau de About, on le mettra en rouge. Ça va être très simple. Venons au niveau de notre menu. Au niveau de Twig, on peut accéder à la route courante en mettant app request de cette manière-là. On met get et puis on peut accéder à underscore route. Ceci va vous permettre d'accéder à la route courante. On va le prouver
Et vous voyez, c'est App About. On vient là, c'est App Home. Donc, on accède au nom de route qui a été défini au niveau de notre contrôleur via la notation. Et puis, normalement, on saura quelle est la route courante. Donc, aussi simplement, on peut copier ce code-là. Et puis, on va dire, on va rajouter une classe active. Mais cette classe active, on va la rajouter uniquement si on est au niveau de App Home. Donc, si la route courante est égale à App Home, alors là, je vais rajouter la classe active. Dans le cas contraire, je ne vais rien rajouter. Donc, on utilise un ternaire. Si c'est vrai, on rajoute ceci. Dans le cas contraire, on rajoute cela. Je vais le mettre sur plusieurs lignes. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple à lire. On pourra faire la même chose au niveau de notre autre LI en faisant un copier-coller. Si la route c'est App About, on va mettre active. Dans le cas contraire, on ne mettra rien. On vient là, on actualise. Et puis si on regarde le code source, on est au niveau de About. Et puis vous voyez que active a été rajouté au niveau de About. Ici, on n'a rien rajouté. Mais si on vient au niveau de Home, on regarde le code source. Active est maintenant au niveau de Home. Et puis au niveau de About, on n'a rien. Donc on peut s'amuser à mettre de la stylisation. Pourquoi pas? Je vais charger un fichier de style. On peut utiliser la fonction asset et puis on aura un fichier asset qui se trouve dans CSS app.css. Donc je peux directement créer mes fichiers de style au niveau de public. Si vous utilisez Webpack encore, vous aurez pu gérer ceci, mais nous on va mettre simplement cela au niveau de notre dossier public. Donc je crée un sous-dossier CSS et puis je rajoute app.css. Là, on va dire que le LI qui a la classe active, on va modifier le lien et puis on va changer la couleur. Donc, si c'est actif, la couleur, ça va être rouge. On revient là et vous voyez, on a la couleur rouge étant donné qu'on est au niveau de la page d'accueil. On vient au niveau de About et puis la couleur rouge est maintenant au niveau de About. Donc, on aurait pu faire des trucs vraiment avancés. Je vais tenter de me retrouver. On revient au niveau de Nav. On aurait pu, en lieu et place de vérifier que c'est égal, que la valeur se trouve au niveau d'un ensemble de valeurs. Donc, j'aurais pu dire si c'est App Home ou bien c'est App Toto, alors on rajoute active. Dans le cas contraire, on ne rajoute rien. Donc, dans des cas, ça peut être intéressant que si on a plusieurs routes qui matchent, qu'on puisse mettre active ou pas. Là, dans notre cas, on n'a pas de App Toto, mais ça marche de la même manière parce qu'au moins, ceci se trouve dans cet ensemble de valeurs. Donc, si je mettais ici App About, vous allez voir que même si on est sur la page About, ceci allait être activé parce qu'on a mis ici c'est App Home ou bien App About. En lieu et place d'utiliser In, on aurait pu utiliser Start With. C'est-à-dire, est-ce que le nom de la route commence par App, ici H. Vu que App Home commence par App H, ça va marcher. Vous voyez, on vient au niveau de Home, ça marche. Donc, tout ceci, vous pouvez l'apprendre si vous venez au niveau de la documentation de Twig. On vient au niveau de Docs, on regarde la documentation, et puis tout ce que j'ai dit est présent au niveau de la documentation. On descend, voici le fameux In. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. On clique sur Comparaison, et puis vous voyez Start With, End With. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. On va fermer ceci, et puis on va s'intéresser à autre chose. En lieu et place de mettre cela, j'aime avoir quelque chose de plus simple. Imaginez qu'on avait une fonction setActiveRoute de cette manière-là. Et puis je vais dire que si c'est AppAbout, alors cette fonction va rajouter la classe active. Dans le cas contraire, elle ne va rien mettre. De la même manière, je vais remplacer ceci. Et puis je vais dire si c'est AppHome, cette fonction va retourner active. Donc on aura active. Dans le cas contraire, elle ne va rien retourner puis on n'aura rien. Donc bien sûr, on aura une erreur étant donné que la fonction setActiveRoute n'existe pas. Mais vous pouvez créer vos propres fonctions Twig. On va sortir et puis on peut utiliser Symfony Console. On a Make Twig Extension. Donc vous allez avoir cette commande Make Twig Extension. Vu que c'est la seule commande qui commence par TW, il nous l'a proposé. Mais je vais vous montrer. Je vais mettre Symfony Console, bien bin console make, et puis on a Make Twig Extension. Je vais créer donc mon extension Twig qui a pour nom App Extension.
elle a été créée au niveau de SRC Twig App Extension. Donc, on vient au niveau de SRC Twig App Extension. Je ne veux pas créer un filtre. Je veux créer une fonction. On peut enlever Twig Filter. Ma fonction va avoir pour nom setActiveRoute. Et puis, elle va appeler une méthode setActiveRoute. Donc, en grosso modo, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'on va appeler cette fonction, elle va appeler cette méthode setActiveRoute qui est présente ici. Et puis là, je peux faire ce que je veux. Je peux retourner ici, disons, Mamma Mia, de cette manière-là. Et vu que cette méthode retourne Mamma Mia, c'est comme si la fonction va retourner Mamma Mia et la classe va être Mamma Mia. Donc, on regarde maintenant le code source. On n'a plus d'erreur, mais vous voyez, on a Mamma Mia un peu partout. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut vérifier, est-ce que la route courante, donc imaginons qu'on a une variable current route pour la route courante, on veut vérifier est-ce qu'elle correspond à la route qui a été passée. Donc, si on a passé App Home, on veut vérifier est-ce que la route courante correspond à App Home. Si elle correspond à App Home, dans ce cas-là, on va mettre active et c'est ce qui va être retourné. Dans le cas contraire, on ne va rien retourner. Là, je vais rajouter un peu de type hinting. C'est une chaîne de caractères et ça retourne une chaîne de caractères. On aurait une erreur parce que cette variable n'existe pas. Donc, on nous dit variable non définie. Au niveau de notre template, c'était simple. On pouvait mettre app request et puis on mettait get. Donc, on récupérait cet attribut underscore route via la requête. Donc, essayons d'injecter notre requête. On peut utiliser l'injection de dépendance et puis on va injecter request. On vient là, on met $request. Je vais créer une propriété que je vais appeler request, donc un attribut request, et puis on va affecter $request à $10 request. On va l'importer, Symfony Component HTTP Foundation Request. Là, je viens là, j'actualise, et qu'est-ce qu'on voit? On a une erreur. On nous dit on ne peut pas injecter request. Donc, c'est assez bizarre, n'est-ce pas? Si vous êtes un peu familier à cette histoire de request, on peut venir au niveau de notre contrôleur, et puis normalement, au niveau des contrôleurs, on peut injecter la requête. Donc, je peux venir ici, je vais mettre request, $request. On va créer un attribut qu'on va appeler request de cette manière-là. Et puis, je vais faire un die and dump afin de vous prouver qu'au niveau du contrôleur, on aurait pu injecter la requête. Donc, on va importer ceci depuis Symfony Component HTTP Foundation et on aura accès bel et bien à notre requête. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'on n'a pas accès à la requête. Essayons de mettre ceci au niveau de la méthode de cette manière-là. On va enlever tout ceci et puis on va faire un die and dump de $request. On revient là, on actualise et là ça marche. Ok. Donc qu'est-ce que vous pouvez voir? On peut injecter notre requête au niveau des actions, mais on ne peut pas l'injecter directement au niveau du constructeur. Donc ça marche au niveau des actions d'un contrôleur, mais ça ne marche pas directement au niveau du constructeur. Lorsqu'on avait mis ceci au niveau du constructeur, on nous disait que ça ne marchait pas. Donc, c'est très important si vous essayez d'injecter votre requête via le constructeur au niveau d'un contrôleur, ça ne va pas marcher. Si vous l'injectez au niveau des actions, ça va marcher. Et c'est via ceci, par exemple, on utilise un formulaire, handle request, on passe notre requête. Donc, si on a besoin d'accéder à la requête, comment est-ce qu'on va procéder vu qu'on ne peut pas injecter ici l'objet request au niveau du constructeur? Ce sera assez simple. En lieu plat d'utiliser request, on va utiliser request stack. Là, je vais enlever request vu qu'on ne l'utilise plus. Et puis, on va injecter maintenant request stack. Je vais remplacer tous mes requests par request stack. Donc, on met request stack et bang de cette manière. Donc, normalement, vous allez voir, on n'aura plus d'erreur si j'importe request stack. On revient là, on actualise. On nous dit que current route n'a pas été défini parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été défini, mais on n'a pas d'erreur en rapport avec l'injection de request stack. Donc, on peut prouver qu'on a bel et bien accès à notre fameux request stack. Je vais vous expliquer dans quelques instants qu'est-ce qu'on appelle request stack. Mais si on vient là, on valide, vous voyez qu'on a accès à notre request stack. Au niveau de ce request stack, c'est comme pile de requêtes. Vous aurez ici les différentes requêtes. Nous, on veut accéder à la requête courante. Et si vous regardez au niveau de la classe request stack,
on peut accéder à la requête courante en utilisant getCurrentRequest. Donc, je peux utiliser notre request stack, utiliser la méthode getCurrentRequest et puis j'aurai accès à la requête courante. Donc, aussi simplement que cela, je vais donc utiliser notre ami request stack, getCurrentRequest et on aura accès à la requête courante. On revient là, on actualise et vous voyez, on a accès à la requête courante, même si ce n'est pas entièrement visible, mais si on regarde en bas, voici la requête courante. Et au niveau de cette requête-là, on a accès également aux attributs. Et on a un attribut underscore route qui représente la route courante. Donc, on aurait pu venir ici, mettre get underscore route et puis on aura accès à cet attribut. On vient là, on actualise et vous voyez, on a accès à la valeur de la route courante qui est appHome. Si vous regardez la méthode get, on va venir au niveau d'un objet de type request. Si vous regardez cette méthode get, elle fait plein de choses. Elle va regarder est-ce que ce que vous passez se trouve au niveau des attributs de requête ou bien ça se trouve au niveau des paramètres get ou bien au niveau des paramètres post, ainsi de suite. Moi, j'aime être explicite en disant je veux accéder aux attributs parce que je sais que ça, c'est présent au niveau des attributs et on veut récupérer la valeur de cet attribut de requête underscore route. On vient là, on aura le même résultat, mais c'est beaucoup plus explicite. On ne passe pas par la méthode magique get. Ce qui revient donc à dire ici, on aurait pu utiliser appRequest attributes pour accéder aux attributs. Ensuite, get, et puis on met underscore route. Et puis ça allait nous donner le même résultat. Donc on vient là, on actualise. Je vais tenter d'enlever le die and dump. On va retourner pour l'instant une chaîne de caractères vide, ce qui va me permettre d'afficher ceci. Et vous voyez, on a accès à la route courante de la même manière. Donc la méthode get, c'était juste un petit raccourci. Là, vu qu'on a accès à la route courante, je peux mettre ceci au niveau de la variable currentRoute. Et je pourrais maintenant dire, est-ce que la route courante est égale à ce qui a été passé? Si c'est le cas, on retourne active. Dans le cas contraire, une chaîne vide. Et vous allez voir, on aura tout ce qu'on avait écrit précédemment qui marche. N'est-ce pas que c'est magnifique? Ce qui est intéressant, je peux changer ceci. C'est-à-dire que si je ne veux pas que ma classe s'appelle active, je peux rendre ceci configurable. Pour dire que on peut passer la valeur qu'on veut utiliser comme classe active. Donc par défaut, ça va être active. C'est donc un paramètre optionnel, mais on aurait pu passer autre chose. Donc par défaut, la classe qu'il va rajouter, si c'est la bonne route, ce sera active. Mais si je voulais autre chose, je pouvais le faire. Je peux venir là et puis je vais dire que la classe, ça va être maintenant ici, disons Toto. Et puis la classe, ça va être ici Toto. Donc si c'est la route active, il va mettre Toto. Ici également, il va mettre Toto si c'est la route active. Dans le cas contraire, ce sera une chaîne vide. Donc on peut passer la route, on peut passer la classe, mais la classe est optionnelle parce que la valeur par défaut, c'est active. Et vous allez voir maintenant, si on regarde le code source, la classe qu'il rajoute, c'est Toto. Vu qu'on est au niveau de la page d'accueil. Si on vient au niveau de About, la classe, c'est Toto. Vu qu'on n'a pas stylisé cette classe Toto, bon, rien n'est affiché, mais au moins maintenant, tout ceci est customisable. On revient là, nous, on ne va pas changer. On va garder active par défaut, étant donné que la stylisation avait été rajoutée pour active. J'espère que c'est simple jusqu'à présent. Essayons de voir maintenant d'autres Mitsubishi. Ce que je vais faire, c'est quoi? On va rajouter un header. Donc, je vais venir là au niveau de partials et je vais rajouter un fichier underscore header.html.twig. On aura la valise header et puis on aura un h1 avec Acme. Je viens au niveau de mon layout de base et on va dire qu'on va inclure notre fameux header. Donc, c'est underscore header.html.twig. On revient là et puis notre header a été inclus. Donc, vous voyez, on a inclus notre header. Voici le contenu. Et puis, il sera affiché sur toutes les pages. Essayons de styliser notre header. Donc, je viens au niveau de public, CSS, app.css. Et on va dire qu'on va styliser notre header. Et on va changer la couleur de fond. Je mets background color. Et puis, la couleur de fond, ça va être la couleur bleue. On va donner un peu de padding, 10 pixels. Et puis, on va modifier la couleur du texte pour mettre la couleur blanche. Vous allez voir notre header aura un padding, la couleur bleue et puis tout marche sans problème.
Mais imaginons que sur About, je veux mettre la couleur rouge, ou bien la couleur jaune, ou bien la couleur verte. Je suis indécis. Donc, imaginons qu'on souhaite mettre la couleur verte au niveau de About, et puis au niveau de Home, la couleur bleue. Donc, la couleur par défaut. Comment est-ce qu'on va procéder? Ça va être très simple. La technique que j'aime utiliser, je vais vous la montrer. On peut venir ici, on va utiliser notre layout de base. Je vais dire au niveau du body, on va rajouter une classe, et puis la classe, ça va toujours être la route courante. Donc, on peut faire app request get, et puis on met ici underscore route. Comme je vous l'ai montré, on aurait pu faire app request attribute get. Mais il va rajouter toujours au niveau du body une classe, et puis la valeur de la classe, ça va être la route courante. Donc, si on vient là, et puis on regarde le code source, la classe, c'est app_home, vu qu'on est au niveau de la page d'accueil. Ici, la classe, ça va être app_about, vu qu'on est au niveau de about. Maintenant, ça va être simple, si vous l'imaginez. On peut venir ici, on va dire, si le body, c'est app_home, au niveau du header, je veux modifier la couleur de fond. La couleur de fond, je veux mettre par exemple la couleur rouge. Prenons un exemple. Et puis, on peut dire si c'est app_about, donc si le body, c'est app_about, je veux modifier le header, la couleur, c'est la couleur verte. Donc, vous allez voir au niveau de la page d'accueil, on aura la couleur rouge. Au niveau de la page About, on aura la couleur verte pour notre header. On regarde couleur verte, on regarde couleur rouge. Ça marche. Et par défaut, ça va être la couleur bleue. Donc, si je m'amuse à venir au niveau de mon contrôleur, on va rajouter une autre action. Je vais faire un copier-coller. On va dire une page de contact. Donc, je mets contact un peu partout. Là, ça va être app contact. Je dois donc créer mon template. Donc, on vient au niveau de template, page. On va créer contact.html.twig. J'ai manqué de souffle. On le colle. Là, ça va être contact. Et puis ici également contact. Vous allez voir, vu que ici, on n'a pas rajouté de stylisation pour app contact. Normalement, au niveau de contact, on va se retrouver. Le background sera bleu. Je peux rajouter ceci au niveau de mon menu. On met app contact. Ici également app contact. Et là, contact. Et vous allez voir, tout ce qu'on a eu à faire précédemment marche. On est au niveau de contact, c'est rouge. Au niveau de about, là, on n'a pas modifié la couleur, donc c'est la couleur bleue. Et tout marche comme on le souhaite. Là, il y a un truc que je n'aime pas. Acme est utilisé un peu partout. On l'utilise ici, on l'utilise ici. Donc, en lieu place de dupliquer Acme, si je veux changer après le titre de mon site, je vais devoir le faire à plein d'endroits. Donc, en lieu place de me fatiguer, je peux venir au niveau de la configuration de Twig et je vais rajouter une variable globale. Donc, je mets un globals et je vais dire que, on va modifier le nombre d'espaces à 4. Je vais dire que j'aurai une variable project, disons name, et la valeur, ça va être Acme. Donc, je dois l'écrire de cette manière-là. Comme ça, si après, j'ai par exemple ici admin email, je pourrais le mettre à ce niveau, arrobase, ainsi de suite. Donc, pour l'instant, j'ai juste project name. Au niveau de mon template, je pourrais y accéder en mettant project.name. Donc, project.name. On revient donc ici. Je vais rechercher tout simplement base. En lieu place de hardcoder ce Mitsubishi là, je peux mettre project.name. Et puis, je vais faire la même chose au niveau de mon footer. Donc, on vient là, on remplace Acme par project.name. Je reviens là, j'actualise. Vous allez voir, on a le même résultat. Mais où ça devient intéressant, si je veux changer le nom pour TDN, je le change à cet endroit. Et puis, automatiquement, on aura TDN. Donc là, on peut voir qu'on a TDN. Là, on n'a pas TDN parce que je ne l'ai pas fait au niveau du header également. Et cette variable sera accessible globalement. On peut modifier le titre en disant qu'au niveau de Home, ça ne sera pas hardcodé. Donc, on va faire une petite concaténation de cette manière-là avec project.name. On revient là et voici le résultat. Essayons à présent de tester un peu tout ceci.
Jusqu'à présent, on l'a testé manuellement, mais avouez que ça allait être intéressant si on avait des tests automatisés. Ça va être très simple. Si vous n'avez jamais utilisé les tests, ce sera une introduction aux tests pour vous. Au niveau de Symfony, on peut utiliser Make Unit Test ou bien Make Functional Test. Donc, on pourra créer des tests fonctionnels ou bien des tests unitaires. Si vous voulez tester une petite méthode, une petite fonction, vous allez créer des tests unitaires. Cela vous permet de tester des petites unités de votre application. Les tests fonctionnels vont tester ici plusieurs choses à la fois. Donc, on peut dire, si on fait une requête, on a le formulaire qui fait ceci, on a la vue qui fait cela, on teste plein de choses en combinaison. Alors que les tests unitaires permettent de se focaliser sur une unité de notre application. Donc, nous, on va tester notre extension Twig. Donc, on va tester cette classe de manière isolée. C'est une unité de notre application. Et principalement, on veut tester cette méthode setActiveRoot. Donc, je vais venir ici, je vais faire Symfony Console, Make Unit Test. C'est la seule chose qui commence par unit. On va l'appeler App Extension Test. Généralement, par convention, on met le même nom que la classe, simplement qu'on rajoute test. Et puis, on suit également la même arborescence. Vu que ça se trouve au niveau de Twig, ici, on aura un dossier test Twig App Extension Test. Si on voulait tester ce contrôleur, on allait créer un sous-dossier contrôleur et puis page contrôleur test. Donc, moi, je vais venir au tout début, je vais enlever ceci. Je vais dire, ça va être dans le dossier Twig et puis le nom, ça va être App Extension Test de cette manière-là. Et notre test va être créé, vous voyez, au niveau du dossier Twig et puis c'est App Extension Test. Toutes les méthodes de test doivent commencer par test. Donc, si le nom de la méthode ne commence pas par test, ce ne sera pas considéré comme un test. Donc, soit vous mettez test, d'autres personnes préfèrent utiliser des annotations. Si vous avez l'annotation, je vais l'écrire, @test, ça va être considéré comme un test. Là, c'est ma police qui l'écrit bizarrement de cette manière-là. J'avoue que c'est laid. On va changer de police. Je vais mettre Menlo pour que ce soit plus simple à lire. Donc, si vous avez deux fois l'étoile @test, ceci va permettre de considérer cette méthode comme une méthode de test également. Moi, j'aime cette annotation. Comme ça, je peux écrire le test. Comme ça, je peux mettre une description plus appropriée pour mon test. Mais là, on va faire simple. On va mettre test et on va tester la méthode setActiveRoot. Comment est-ce qu'on exécute ce test? Donc, les tests sont gérés par PHPUnit. PHPUnit, c'est un projet à part que vous pouvez ici regarder qui vous permet d'écrire des tests unitaires. Au niveau de Symfony, il y a déjà une intégration avec PHPUnit. On peut indiquer la version qu'on veut utiliser. La dernière version en date de PHPUnit, si on regarde, c'est la version 9. Si je ne me trompe pas, on fait ici Getting Started, c'est la version 9. Moi, je vais utiliser la version 8, donc je peux modifier 8 et vous allez voir ce qui est intéressant. Si je fais bin PHPUnit, donc j'ai fait bin PHPUnit, ce script va être exécuté. Il va automatiquement regarder la version que j'ai indiquée et puis installer cette version. Donc, vu que j'ai mis 8, il va installer la dernière version de la branche 8 en grosso modo. Donc, vous voyez ici, il a installé PHP 8.5.4. Si j'avais mis 9, il allait installer 9. Ainsi de suite, la dernière version. OK. Donc là, c'est parfait. Il a installé PHPUnit et puis il a exécuté mes tests. Pour l'instant, ici, on vérifiait est-ce que true est égal à true. Bon, c'est vrai, donc ça marchait. On exécute ceci, vous voyez, ça marche. Pour la deuxième exécution, il n'a plus retéléchargé parce que ceci avait déjà été téléchargé plus tôt et puis il a enregistré au niveau du dossier bin. Mais si je disais est-ce que true est false, là, on aura une erreur parce que true n'est pas false. Maintenant, nous, ce qu'on veut tester, ce n'est pas cette histoire de true est true, bien true est false. On veut vérifier est-ce que notre méthode setActiveRoot fonctionne comme on le souhaite. Étant donné que tester cette méthode va être un peu difficile, on va tester une méthode beaucoup plus simple. Et puis après, on va revenir à cette méthode. Ne vous inquiétez pas, je le fais pour question de pédagogie. Donc, on vient au niveau de notre layout de base. On va s'intéresser au bloc title. Moi, en lieu et place de mettre bloc title pour mes titres, je préfère avoir une variable title. Si cette variable est définie, on va l'utiliser comme titre. Mais si cette variable n'est pas définie, la valeur par défaut, je vais dire par exemple, c'est project.name. Donc, le 2 fois le point d'interrogation, ça permet de dire si ça existe, on l'utilise. Dans le cas contraire, on utilise ceci. On aurait pu utiliser default de cette manière-là. Ça allait marcher de la même manière.
pour dire si le titre existe, si cette variable existe, on l'utilise. Dans le cas contraire, on prend ici project name. Donc, normalement, au niveau de mes pages, on n'aura plus de bloc title. Donc, je peux enlever ceci. Ici également, on n'aura plus de bloc title. Et puis là, on n'aura plus de bloc title. Parce que si je laisse le bloc title, c'est un bloc qui n'existe plus. Donc, vous voyez qu'il ne va pas prendre ceci en considération. Donc, le titre n'a pas été changé. Maintenant, pour setter le titre, il me suffira de définir une variable title au niveau de mes pages. Et c'est cette variable qui va être utilisée pour mes titres. Donc, je viens au niveau de about. Comment est-ce qu'on définit une variable au niveau de Twig? On utilise set. Donc, je vais définir une variable title et je vais lui donner comme valeur about qui sera concaténée au nom de mon projet qui est project.name. Donc, vous allez voir, le titre, ça va être par exemple ceci, about pipe acme ou bien about pipe tdn. Donc, j'ai défini cette variable, il va l'utiliser en lieu place d'utiliser la valeur par défaut qui était tdn. On revient là, au niveau de about, et vous voyez que le titre, c'est about tdn. Donc, aussi simplement, on vient au niveau des autres pages et puis on va faire la même chose. Je vais dire au niveau de contact, ça va être, disons, contact. Je vais enlever le pipe et tout. On va juste garder contact. Et puis, ça va marcher. Et puis, au niveau de home, on va juste mettre home. Donc, maintenant, toutes mes pages vont avoir des titres. Ici, about tdn, ici, contact, et puis ici, home. On va changer ce qu'on a mis ici. C'était juste pour vous montrer qu'on aurait pu faire la concaténation également. Mais ce que je trouve intéressant avec cette approche, je peux venir au niveau de mon template de base. On va enlever tout ceci. Et puis, on va dire que on aura une fonction page title qui reçoit une variable title. Si cette variable n'a pas été définie, on va dire la valeur par défaut, c'est nul. Donc, si je suis dans un cas où la variable n'a pas été définie, on aura une erreur. Par exemple, si je viens au niveau de home, j'enlève cette variable et puis on tente de venir au niveau de home, on aura une erreur. On nous dit, bon, ici on nous dit page title n'a pas été défini. Je vais juste mettre title pour l'instant afin de vous le montrer. Ici, on aurait eu ici, la variable n'a pas été définie. C'est pourquoi c'est important de dire si la variable n'a pas été définie, on prend par exemple Toto. Oups. Comme ça, on n'aura pas d'erreur, même si la variable n'a pas été définie, il va prendre Toto comme valeur par défaut. Comme je vous l'ai dit, ceci, on aurait pu l'écrire en utilisant default, et puis on aurait eu le même résultat. Donc, je viens là, on actualise, et puis on a Toto. Moi, j'aime utiliser ce qu'on avait précédemment avec ceci. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est quoi? Si le titre n'a pas été défini, on va prendre nul. Et puis, on va passer ceci à une fonction Twig qui a pour nom page title. Cette fonction n'existe pas, donc on aura une erreur. On nous dit la fonction n'existe pas. Mais vous savez maintenant comment créer une fonction Twig. On va simplement dire que on duplique ce code. On aura une fonction page title. Si on l'appelle, on va appeler une méthode page title. Donc par convention, pour mes noms de méthode, j'utilise la notation camel case. Pour mes noms de fonction, la notation snake case. Donc, je dois créer cette méthode, page title. Elle va recevoir une chaîne de caractères qui va représenter le titre, mais ça peut être également nul. Donc, ceci est optionnel et elle va retourner le titre de la page. Pour l'instant, on va retourner ici, Mamma Mia. Et vous allez voir, pour toutes mes pages, le titre, ça va être Mamma Mia. Vous voyez, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, parce que c'est ce qu'on retourne. Mais ce qui est intéressant maintenant, dans le cas où un titre a été passé, par exemple about, ou bien ici contact, je peux récupérer ce titre et via ce titre, déterminer qu'est-ce que je veux retourner. Donc moi, je vais créer une variable que je vais appeler base title. Je vais dire par défaut, le titre qu'on veut avoir, ça va être Welcome to the best website. Donc ça, c'est le titre par défaut. Maintenant, on va vérifier, est-ce qu'on a une variable title? Si on a une variable title, dans ce cas-là, je vais mettre le titre qui a été passé. Dans le cas contraire, je vais mettre le titre par défaut. Donc, si un titre a été passé, on l'utilise. Dans le cas contraire, on utilise le titre par défaut. Au niveau de PHP 7 également, on peut mettre 2 fois le point d'interrogation. C'est-à-dire, si ça existe, on le prend. Dans le cas contraire, on prend base title. Et vous allez voir, vu qu'au niveau de home, on n'a pas passé de titre, il prend welcome. Au niveau de about, on a passé un titre, il le prend. Et au niveau de contact, on a passé un titre, il le prend. OK?
Donc, aussi simplement que cela, on a eu maintenant une méthode, une fonction Twig qui se charge de déterminer le titre qu'on veut. Donc, si on voulait, on aurait pu dire que, par défaut, imaginons que c'était un site d'événements, je vais mettre ici Best Events Online de cette manière-là. Et on aurait pu dire, si on passe un titre, ça va être le titre qui sera concaténé au titre de base. Dans le cas contraire, on met le titre de base. Donc, si on a passé un titre, ça va être par exemple Contact, Best Event Online. Ou bien si on n'a rien passé, ce sera simplement Best Event Online. Vous allez voir là, on n'a rien passé, c'est Best Event Online. Mais dans les autres cas, c'est Contact, Pipe, suivi ici de ce qu'on veut. J'espère que c'est clair pour tout le monde ce qu'on vient de faire à ce niveau-là. J'aime mettre ceci sur plusieurs lignes afin de faciliter la lecture. Ici, on aurait pu utiliser la fonction sprintf de cette manière-là. On donne le format. Nous, on va dire on aura une chaîne de caractères suivie d'un pipe suivi d'une autre chaîne de caractères. Quelle est la première chaîne de caractères? C'est title. Quelle est la deuxième? C'est base title. Donc, il va remplacer %s par title, %s par base title et puis met le pipe et puis met le pipe au milieu tout simplement. Et puis, vous allez voir, ça va marcher normalement de la même manière. Donc là, on va essayer de tester cette méthode, cette fonction. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis après, on va tester ceci. Donc, venons au niveau de notre test qu'on avait créé. C'était quoi? C'était App Extension Test. Je vais dire que je vais tester, premièrement, Page Title. Et comment est-ce qu'on peut tester Page Title? On va créer une instance de App Extension. Donc, je peux mettre New App Extension. Donc, si je mets New App Extension, c'est comme si je veux créer un nouvel objet. On va venir là, de ce type-là. Donc, si on crée un nouvel objet de ce type, automatiquement, il va appeler le constructeur. Et puis, malheureusement, le constructeur, pour l'instant, il faut passer request stack. Donc, si on ne passe rien, on aura une erreur. Donc, cette partie, c'est un peu plus avancé, mais je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut tester ce qu'on a eu à écrire. Donc, normalement, au niveau de notre test, on va tout fermer pour avoir simplement cette classe-là et puis la classe de test. Normalement, on aura une erreur. On va nous dire que si on veut instancier App Extension, il faut passer request stack. Mais nous, on n'a rien passé. Donc, pour tester, on a vu tout à l'heure, c'est bin php unit. Généralement, je crée un alias, par exemple t. Comme ça, je tape t et puis ça teste. OK, parfait. Là, on nous dit que cette classe, elle n'existe pas. Il va falloir l'importer. Normalement, on n'aura plus de problème de ce type-là. Maintenant, on nous dit que le constructeur est censé recevoir un argument, mais on n'a rien passé. Donc, on était censé passer notre ami request stack, mais on n'a rien passé. Donc là, on va dire on va passer request stack de cette manière-là. Je vais l'importer. OK, tout est bon. Essayons de voir est-ce que ça résout le problème. On revient là, on valide. Et vous voyez, on n'a plus de problème. On nous dit qu'on n'a aucune assertion. Cette manière de procéder là, ce n'est pas la bonne manière. Parce que si le constructeur de request stack recevait des éléments également, il va falloir ici les passer. Puis ça allait être une boucle infinie en grosso modo. Vous allez toujours le faire. Regardons par exemple le constructeur de request qui se trouve au niveau de HTTP Foundation. Vous voyez que le constructeur de request, il reçoit plein de choses. On va tenter de se trouver. Il reçoit tout ceci, même si c'est optionnel. Mais imaginons un constructeur qui reçoit différents éléments, mais qui ne sont pas optionnels. Donc, dans ces cas-là, on va passer de faux objets. En réalité, nous, on n'a pas besoin de s'intéresser à ce fameux request stack parce qu'on ne l'utilise même pas au niveau de cette méthode PageTitle. Donc, ce qu'on veut faire, c'est passer un fake object, donc un fake request stack, et puis ça fera l'affaire. Pour faire ceci, au niveau des tests, on parle de tests doubles. Donc, les tests doubles, ils vont vous permettre de créer de faux objets. Maintenant, vous avez plusieurs types de tests doubles. Vous avez ce qu'on appelle les dummies, ce qu'on appelle les stubs, et puis ce qu'on appelle les mocks. Je vais vous expliquer ces trois dans cette vidéo, mais sachez que les trois vous permettent de créer de faux objets. Donc, nous, ici, on doit passer un faux request stack. Et on va créer ce qu'on appelle ici un request stack dummy. Au niveau de PHP Unit, pour le faire, c'est très simple. Vous avez une méthode qui a pour nom createMock. Je vais mettre ici createMock. Et vu que toutes les classes de test héritent de test case qui se trouvent au niveau de PHP Unit, si on clique là, vous voyez que ça se trouve au niveau de PHP Unit Framework. Au niveau de ceci, vous avez différentes méthodes. Vous voyez qu'on a une méthode createMock qui permet de créer un mock. Donc nous, ce qu'on va faire ici, on va dire, on n'a pas besoin d'un vrai request stack. On veut passer
un objet qui permet d'imiter comme si on avait un request stack. Donc, vous mettez create mock, vous mettez la classe, on a importé ceci, et il va vous retourner un faux objet, et c'est ce qu'on appelle ici un dummy. Il ne fait rien. En réalité, ce que create mock va faire, c'est quoi? Il va venir au niveau de create stack, il va prendre toutes les méthodes, et puis il va faire en sorte que les méthodes retournent nulles. Donc, les méthodes n'auront réellement pas d'implémentation, toutes les méthodes vont retourner nulles. On peut le prouver. D'abord, on va faire un die and dump de $request stack dummy, juste pour vous le montrer. On va réexécuter nos tests. Je vais venir là, mettre T. Vous voyez qu'on n'a plus d'erreur en réalité, mais on a notre request stack qui est présent. Là, vu que c'est assez bizarre, je vais utiliser ma console native qui est présente là. On va se rendre au niveau de notre projet et puis je vais exécuter mes tests. On va remettre ceci. Et puis vous voyez qu'on a accès à un mock de notre request stack. Mais comme je vous le disais, toutes les méthodes vont retourner nulles. Donc si vous venez et puis vous utilisez par exemple get current request, bien get parent request, toutes ces méthodes là vont retourner nulles. On le teste, on met ceci, on revient là, on réexécute, vous voyez que ça retourne nul. On prend une autre méthode, get parent request, ça va retourner nul. Il va tout simplement prendre votre classe, il va faire en sorte que toutes les méthodes n'aient aucun contenu, elles vont retourner nul. Mais nous, ça nous arrange parce qu'on veut juste passer un objet qui ressemble à notre objet de type request stack, ça va faire l'affaire. Et maintenant, je pourrais venir faire mes assertions. Je vais dire que on va vérifier si on appelle, on va utiliser assertSim. Si on regarde assertSim, on donne ce qu'on attend et puis ce qu'on a obtenu. Moi, je vais dire que si j'appelle la méthode pageTitle au niveau de mon objet appExtension, donc il va venir au niveau de cet objet, il va appeler la méthode pageTitle. Je vais dire si je ne passe pas de titre, c'est comme si j'ai passé nul. Je m'attends à avoir comme valeur best events online. Donc, je m'attends à avoir ici comme valeur best event online. De la même manière, si je passe un titre, imaginons about, je m'attends à avoir about suivi d'un pipe suivi de ceci. Donc, essayons de vérifier est-ce que ça marche. On réexécute nos tests et puis on peut voir que nos tests marchent. Donc, si je me trompais pour dire que si je passe about, je m'attends à avoir ceci, il va me dire non, ça ne marche pas. Si on passe about, le titre c'est ceci, ce n'est pas cela. Donc, au moins maintenant, tout ceci est automatisé. Nos tests sont automatisés. Je vais dire si je passe contact, je m'attendais à avoir ceci, il va me dire non. Si on passe contact, en réalité, ça a retourné contact suivi de ceci. Et puis, je vais modifier, je remets contact. Et normalement, vous allez voir, ça va marcher sans problème. Et bang. Donc, on a un seul test. C'est notre méthode de test. On a 3 assertions. Voici les 3 assertions. Vous avez plein de méthodes d'assertion. On a vu assertTrue. On vient de voir assertSim qui va faire une stricte comparaison, donc avec 3 fois l'égalité. Il y a aussi assertEquals qui allait faire 2 fois l'égalité. Mais moi, j'aime utiliser assertSim pour être sûr que non seulement c'est la même valeur, mais c'est aussi le même type. Parce que si on utilise de nouveau notre ami PsySH, donc Symfony Console PsySH, si vous vérifiez est-ce que 2 est égal à 2, c'est vrai. Est-ce que 2 est égal à la chaîne de caractères 2, c'est vrai. Mais en utilisant 3 fois l'égalité, ça c'est faux. Parce que 2 c'est 2, mais ici c'est un entier, là c'est une chaîne de caractères. Donc si vous utilisez assertEquals, ça vérifie avec 2 fois l'égalité, mais assertSim, ça vérifie aussi les types. Donc je préfère l'utiliser pour être sûr que c'est vraiment la même chose. Donc encore une fois, pour rappel, vous pouvez créer des faux objets avec ce qu'on appelle des tests doubles. Là, on vient de voir le premier type de test double, c'est ce qu'on appelle les dummies. Les dummies, ce sont des faux objets où toutes les méthodes vont retourner nulles et puis on peut les passer sans se soucier de quoi que ce soit. Donc là, c'est un test unitaire parce qu'on a testé une unité de notre application. On a testé pageTitle. Donc, on n'a pas besoin de s'intéresser à request stack parce que ce n'est pas l'objet de notre test. Maintenant que vous avez compris ceci, vous allez comprendre l'autre test. Juste pour vous le montrer déjà, je vous avais dit en lieu place de commencer par test, on aurait pu utiliser la notation test de cette manière en mettant @test. Ça allait marcher de la même manière, il allait considérer ceci comme un test. Donc si on vérifie, vous voyez que ça marche. Mais si je n'avais pas mis cette annotation et puis ça ne commence pas par test, on n'aura pas de test, donc il nous dit qu'aucun test n'a été trouvé. Donc moi je vais remettre test, puis normalement on aura le même résultat que précédemment. Afin de terminer cette vidéo, on va maintenant tester notre ami setActiveRoute. Donc je mets setActiveRoute